Alors Jean-Pierre, tu es écrivain, président de l'Institut des futurs souhaitables et de One Home. Et tu le dis toi-même, tu es un passionné d'écriture. Tu as passé 10 ans, je ne dis pas de bêtises, à écrire ton thriller écologique Le siècle bleu, sorti en 2010. La suite en 2012, qui est donc Ombre et Lumière. Et l'année prochaine, tu vas sortir une nouvelle saga, que je peux citer, Révolution bleue. Bon, on sait déjà donc que les mots occupent une grande place dans ta vie. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ah, alors, je crois que... Allô? Voilà. Ouais. Alors, au début, ce n'était pas prévu que les mots occupent une place importante dans ma vie, parce qu'au départ, moi, je suis mathématicien. Et donc, la manière que j'avais choisie pour agir sur le monde, c'était par les chiffres, par les modèles, pour essayer de comprendre les interactions entre les humains et la biosphère. Et je ne pensais pas aller vers les mots. Et en fait, il s'avère que les chiffres ou les maths et les histoires, c'est un petit peu la même chose. Et moi, j'ai eu ma période d'éco-anxiété il y a 25 ans et je ne trouvais pas dans les rapports, dans les chiffres, quelque chose qui me donne de l'espoir. Et c'est là où je me suis mis à écrire. Et en fait, les mots, ça a été vraiment ma thérapie. Et parce que dans les rapports du GIEC ou dans les essais, vous trouviez souvent des idées, mais il n'y avait pas les personnages ou les gens qui les portaient. Et quand vous concevez une histoire, en fait, c'est la même exigence que dans les maths. Les maths, l'exigence, c'est la logique. Donc vous empilez des concepts et vous essayez qu'il y ait une succession logique. Et dans un roman, c'est des successions de mots. Donc moi, je suis vraiment pris dans ces mots et qui sont tenus par une contrainte qui est la vraisemblance. Parce que la vraisemblance, c'est ça qui vont faire que des gens vont croire à votre histoire et que cette histoire pourra peut-être leur donner de l'espoir ou les changer. Alors, tu es passé très rapidement sur le fait que tu as vécu ta phase d'éco-anxiété il y a 25 ans. Alors, on sait maintenant qu'on parle depuis quand même un petit bout de temps des sujets écologiques, mais on ne peut pas dire qu'à 25 ans, l'éco-anxiété était un concept connu. Comment t'en es venu à être éco-anxieux bien avant tout le monde? En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser il y a même 30 ans à l'écologie au moment du sommet de Rio. Et à l'époque, je voyais tous les États qui s'étaient fédérés autour de ces questions. Donc, c'était en 1992. Et puis après, il y a eu le protocole de Kyoto. Et donc, pendant 5 ans, il ne s'est rien passé pour définir quelque chose dont l'action devait démarrer en 2010. Donc, tu te dis, les gens, ils ont mis 15 ans entre la prise de conscience et démarrer quelque chose, ou 20 ans. Et je voyais la lenteur de tout ça. Et c'est là où j'ai vraiment eu peur, quoi. Et à l'époque, j'étais chercheur en maths aux États-Unis où il y avait beaucoup de groupes éco-activistes. Et en 1999, il y a eu les plus grosses manifestations. C'était pour empêcher le sommet de l'OMC à Seattle. Et il y avait toutes les organisations écologiques qui étaient mobilisées comme maintenant. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça existait déjà quand vous étiez dans l'avant-garde il y a 25 ans. Et à l'époque, les gens voyaient aussi que les choses allaient s'effondrer. Et voilà, donc la question au bout d'un moment, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc moi, je me suis traité en disant, bon, je vais prendre une petite part du problème et essayer de bien la faire. Et je pense que c'est la seule chose que l'on peut faire chacun et se relier les uns aux autres. Mais en tout cas, voilà, à cette époque-là, il y avait ça. Et moi, ce qui me manquait dans tout ce que je lisais, c'était des histoires inspirantes et surtout quelque chose qui soit logique. Parce que moi, j'avais quelque chose de profondément des jeux, une histoire à laquelle je crois et qui mêle tous les éléments du réel, qui fait que cette utopie pourrait devenir réelle, en fait. En quoi, comment est né le siècle bleu et en quoi la fiction est potentiellement d'une grande puissance? C'était quoi C'était un instinct? Comment c'est né? C'était complètement un instinct parce que moi, j'avais jamais écrit de roman à l'époque et c'est pour ça que ça m'a pris 10 ans parce que déjà, il y avait beaucoup de recherches, mais il fallait aussi que j'apprenne à ce que c'est faire une bonne histoire, quoi. Et moi, par contre, j'étais un gros lecteur et je me rappelle de ces livres qu'on lit jusqu'au bout de la nuit. Ces livres que vous lisez jusqu'à 7 heures du matin et vous allez au travail sans avoir dormi parce que vous avez été pris dans quelque chose. Aujourd'hui, les gens vivent ça avec Netflix, avec des séries qui vont binger, mais quand vous faites ça avec un roman, ce qu'on montre, c'est qu'un roman, la rémanence en fait, d'un roman dans vos structures cognitives, ça peut durer une vie, alors qu'une série de Netflix, c'est pas du tout la même chose. Quand tu dis rémanence, c'est-à-dire qu'il y a une impression qui reste. Voilà, il y a une impression qui reste parce que vous êtes mis dans la peau des personnages, et quand vos personnages risquent de mourir, vous-même, vous risquez de mourir. C'est étudié en psychologie, il y a une transposition qui se fait, elle est encore plus forte dans le roman parce que ça fait appel à toute votre imagination. Et je m'étais dit, si on fait une fiction où on est à l'intérieur
des gens qui vont vraiment essayer de changer ce monde et qu'on fait comprendre aux lecteurs et lectrices, non pas la complexité du monde que vous pouvez lire dans des essais, mais la complexité de le changer avec ses petites mains, et qu'est-ce que c'est d'être un activiste, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a des rêves, et ben de se dire, ces gens-là vont vivre ça avec. Et je m'étais dit, si ça, je lis ça, déjà, moi je me rassurais, et peut-être que les gens, en lisant ça, ça leur donnera envie d'agir, et aussi d'avoir de l'espoir, mais pas de l'espoir pour se dire, j'ai rien à faire, l'espoir en disant, moi aussi je vais faire ma part, parce que ces héros-là l'ont fait. Donc c'était comme si vous vous mettiez à l'intérieur de quelqu'un, et c'est ça que permet le roman, et c'est pour ça que je me suis tourné vers ce mode d'expression, plutôt que le film ou la musique, qui chacun ont d'autres avantages, mais moi c'était mon truc d'être lecteur de romans, et donc c'était aussi un rêve de contribuer à avoir ajouté des livres dans des bibliothèques. Ça c'était mon rêve d'enfant, et donc ça je suis content, mais surtout de le faire au service de la transformation, quoi. Et alors, ça t'a apporté quoi à toi d'agir et au prisme de cet art qu'est l'écriture? Et ça a apporté quoi aux lecteurs et aux lectrices? Enfin, il y a eu plusieurs éditions là, en 10 ans, et moi je vois beaucoup de gens qui l'ont lu, à qui ça a donné vraiment beaucoup d'énergie, justement à des gens qui sont éco-anxieux et qui se disent c'est pas possible, et qui ont trouvé, je dirais, comme un esquif sur ce livre. Donc ça, déjà, ça pour moi, c'était positif. Et quels que soient les âges, vous avez des gens qui ont 70 ans qui ont ce stress, et des gens qui ont beaucoup plus jeunes. J'ai aussi eu des gens qui étaient complètement climato-sceptiques ou anti-écolo, et qui, en lisant ça, se sont dit « Ah ouais, en fait, finalement, je comprends les problèmes, et je comprends aussi ces activistes, parce que c'est logique et leurs combats sont légitimes, donc faire changer des gens. » Et puis ça m'a aussi permis de rencontrer à titre personnel des tas de personnes que j'admirais, de faire des choses avec eux. Tu citais l'Institut des futurs souhaitables, c'est un écosystème que j'ai rencontré par mes livres, et donc écrire des livres, comme quand vous faites des films ou des chansons, c'est un moyen de reliance, et du coup j'ai trouvé ma place, moi, dans cet écosystème, et ça c'était aussi quelque chose de très important. Tu le disais, on est quand même à l'heure de Netflix où voilà, on a tendance à aller sur des écrans, à se divertir de bien d'autres manières que la lecture. Est-ce que tu crois quand même encore au pouvoir de la lecture et du fait que c'est émancipateur et par l'imagination que ça a un impact? Ouais, alors c'est difficile, parce que les gens lisent de moins en moins, il y a de moins en moins d'attention. Donc, alors moi, j'ai choisi un type de roman qui est le thriller. Et donc, le thriller, ça donne de l'adrénaline, comme vous avez dans certaines séries Netflix. Et j'ai choisi le thriller, non pas par goût marketing, mais que la vie des activistes aujourd'hui, si vous changez le système, quand vous changez rien, il ne se passe rien, mais dès que vous commencez à changer les choses, vous avez tout le système qui est contre vous, donc votre vie, elle ressemble à celle d'un acteur de thriller. Et du coup, avec le thriller, je pense que les gens retrouvent une partie de ce qu'ils ont dans les séries. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent « Tiens, il faudrait l'adapter en série ». C'est un projet que j'ai, mais je n'ai toujours pas réalisé. Mais je pense que ce type de roman peut plaire à des gens qui vivent des séries. Et heureusement, il y a encore des gens qui lisent des romans, mais ça nous donne une forme d'obligation de profondeur. Alors, et pas forcément des livres d'action. Il y a des livres très sentimentaux qui sont exceptionnels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous faites un livre un peu lambda, c'est difficile de le vendre, mais je crois à ça, quoi. Et il y a quand même des gens qui prennent 10 heures pour lire ces livres et qui passent du temps, et des gens qui lisent d'ailleurs pas beaucoup. Donc ça, c'est toujours pour moi aussi une forme de fierté de participer à faire lire les gens, parce que la profondeur qu'on tire de ça, elle est supérieure à celle que vous prenez dans une série Netflix, même s'il y a d'autres avantages des séries Netflix pour faire passer certains messages, quoi. Est-ce que tu as toujours envie d'écrire, et est-ce que tu aurais envie d'explorer d'autres formes d'écriture? Je ne sais pas, des scénarios plus artistiques, enfin en tout cas, on parlait de slam, un peu mode slam, ou encore autre chose? Là, je suis en train de travailler sur un documentaire avec une équipe américaine sur un autre projet que j'avais qui est sur l'Overview Effect. Et donc là, on est sur l'écriture d'un documentaire qui est conçu comme une expérience, et l'écriture d'un film documentaire, c'est c'est un autre mode d'écriture complet, parce que c'est pas les mêmes codes, mais dans les documentaires, il y en a qui ont changé le monde, changé les gens. Donc je m'intéresse à ça, c'est-à-dire comment faire un documentaire où
celui sur qui l'expérience est faite, c'est le téléspectateur et qui vive quelque chose qui est comme un tour de magie. Donc je travaille sur ça. Et puis là, ça fait 10 ans que je réfléchis à la suite. Ça fait 3 ans que je suis en train de travailler dessus, qui sortira l'année prochaine. Et là, j'ai réutilisé la forme de la Révolution bleue, mais qui est à nouveau un thriller sur justement, la suite en fait de Siècle bleu. C'est vraiment la suite et de raconter si la révolution des consciences qu'ils arrivent à instaurer à la fin du 2e tome, on a l'impression que tout va bien se passer, mais en fait tout ne se passe pas bien. Et donc j'ai ramené des éléments de complexité qui n'existaient peut-être pas il y a 10 ans, mais qui pour moi étaient vraiment très nécessaires. Donc pour aller vraiment au fond de savoir si l'humanité voulait vraiment de cette transition et si cette transition ne nécessitait pas en fait une évolution de l'humanité. Donc en fait, c'est la grande histoire de l'humanité que je raconte là-dedans. Donc c'est 10 ans de recherche sur ce roman-là. Et à nouveau aussi le pari, c'est non plus de faire tomber les gens amoureux de la Terre comme dans mon précédent projet, mais de faire tomber les gens amoureux de l'humanité, ce qui n'est pas du tout quelque chose de facile. Mais si on ne forme pas une équipe qui a envie, qui s'aime, et qu'on n'arrivera pas à résoudre ce défi. Et donc c'est cette histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à son futur que j'ai envie de raconter dans ce roman. Tu es un fervent défenseur du droit, du besoin plutôt d'un récit alternatif. Déjà, c'est quoi un récit alternatif et pourquoi, selon toi, on a besoin de ça et de projections positives? En fait, tout le monde que vous avez aujourd'hui, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ces haut-parleurs, c'est la manifestation d'un rêve de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a monté cette société. Au départ, il y a quelqu'un qui a inventé le concept de chaise. Il y en a d'autres qui ont fabriqué ça. Et donc, le réel, il est toujours la production de certains rêves. Et l'histoire qui se déroule, elle est aussi liée à des gens qui déploient des idées. Et en fait, créer un récit, c'est ouvrir un chemin. Et si le monde qui vous plaît, dans lequel vous êtes, ne vous plaît pas, ça permet d'en inventer un autre et d'enrichir ça de trajectoires potentielles qui vont peut-être donner à des gens envie de contribuer à ça. Mais si plus personne ne propose des chemins alternatifs, en fait, on va juste être dans la prolongation de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça peut nous amener au pire. Et dans l'histoire, il y a toujours eu des espèces de crapauds fous qui décidaient de monter dans d'autres directions et qui proposaient des concepts ou des histoires où les gens les prenaient pour des fous au départ. Et en fait, c'est ces histoires qui sont devenues les bouées de secours sur lesquelles les gens se sont mis. Donc la création de récits, c'est pour moi un engagement qui est très militant, qui est d'essayer de dépeindre les futurs qu'on voudrait voir advenir et qui auraient, de notre point de vue, qui pourraient améliorer un certain nombre de choses par rapport à aujourd'hui. Donc c'est de croire aussi à l'impact de la fiction sur la réalité. Et il y en a parce que ces potentiels que vous avez dans vos rêves, si vous ne les exprimez pas, en fait, personne ne les exprime parce qu'il y a certains rêves qui sont que les vôtres, quoi. Et donc, si vous ne les écrivez pas, en fait, ils n'enrichissent pas le réel, ils restent dans votre tête ou dans vos discussions d'amis le soir. Et le fait de les écrire dans les livres ou de les mettre dans des films, ça permet de les déployer vers beaucoup plus de monde. Alors, j'allais te demander, ça ressemble à quoi la machine à fabrique d'un récit alternatif ? Déjà, c'est de laisser, j'imagine, vagabonder son imagination, s'autoriser à rêver et ensuite s'autoriser à le verbaliser. Ouais, pour moi, il y a un aller-retour entre les concepts que vous voulez amener, quels sont les concepts que vous voulez mettre en avant dans ce film, et l'histoire, et les personnages. Et donc, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Si vous faites en fait un bouquin où les personnages ne sont que les faire-valoir de votre concept, en général, ça ne fait pas un bon roman. Si vous faites un roman où il n'y a que des histoires de personnages, mais il n'y a pas de concept, ça ne fait pas un récit opérationnel. Et donc pour moi, c'est une itération. C'est pour ça que je réécris. Là, je suis à la 5e réécriture du roman parce que justement, à chaque réécriture, je me dis tiens, j'ai découvert ça sur les personnages. Donc c'est des allers-retours entre le concept et ça. Mais ça, c'est lié à ma manière d'écrire ça. Mais je crois qu'il faut vraiment ces deux ingrédients, l'histoire, les personnages et les concepts d'un autre côté, et arriver à quelque chose qui sonne comme réel. Je vous parlais de la vraisemblance au début, c'est vraiment ça. Il faut que dans les émotions, vous mettiez dans les personnages qui soient méchants, gentils, que vous puissiez les prédire, et même dans les personnages les plus méchants, comprendre leur logique, parce que on a tous en nous une part de nous qui veut certaines choses qu'on déteste, mais on a toutes ces parts de l'humanité en nous. Et donc, même les personnages qui sont les plus haïssables, c'est bien de leur donner de la complexité pour avoir ça. Donc,
voilà, c'est itératif parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les livres que j'écris, mais voilà, c'est comme ça la fabrique de ça, et c'est beaucoup de temps tout seul. Donc ça, c'est aussi la réalité de l'écrivain par rapport à un film, enfin, quand vous êtes scénariste, vous êtes aussi tout seul, mais après, il y a une équipe qui se forme. Là, vous avez quand même un éditeur aussi avec qui vous travaillez, mais c'est quand même voilà, un travail qui est assez solitaire, mais je pense que c'est aussi intéressant pour explorer, de faire du travail solitaire avant qu'il soit collectif et mis dans la société. Est-ce que tu accompagnes des personnes au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables ou autres à justement accoucher de récits alternatifs? Oui, on a, dans l'Institut des Futurs Souhaitables, monté un atelier de design fiction où justement pendant 3 heures, on les faisait plancher, je leur donnais 4 thèmes, ils étaient par groupe et c'était une crise écologique à résoudre et ils devaient inventer des personnages et une stratégie pour résoudre cette crise et raconter l'histoire de la résolution de cette crise. Donc ça pouvait aller à vous devez battre Donald Trump aux prochaines élections américaines, à vous devez arrêter l'extermination des rhinocéros en Afrique du Sud, et donc d'amener les gens à déjà problématiser le problème, regarder quelles sont les forces en présence, quels sont les alliés qu'on peut chercher, quel serait le bon héros là-dessus, et on les amenait à écrire une histoire et à la raconter verbalement. Donc voilà, j'ai fait ça pendant presque 6 ou 7 ans, donc on a écrit beaucoup d'histoires et ça m'a beaucoup aidé parce que c'est des exercices courts et je pense qu'on a besoin de retrouver notre pouvoir narratif. Et la crise qu'on a aujourd'hui, c'est une crise d'imaginaire, mais c'est aussi une crise narrative. Dites ce que vous voulez au monde, quoi. Plutôt que de... C'est important qu'il y en a qui dénoncent ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce que vous voudriez, tu vois, et raconter ces histoires-là. Et là, je pense que c'est vraiment une façon de retrouver son pouvoir que d'exprimer ces histoires que vous voudriez voir advenir. Et le dire et le faire sous toute forme de récit, ça peut être une révolution. Alors justement, entre l'effondrement, l'éco-anxiété, les news à se taper contre le trottoir, comment on continue à rêver je pense notamment à la jeunesse, les psys tirent les sonnettes d'alarme. Il y a des gamins de 8 ans, 6 ans, 10 ans qui passent maintenant les cabinets avec des idées suicidaires parce qu'ils ne croient plus en l'avenir de l'humanité et ils pensent qu'on va tous mourir. Donc voilà, c'est joyeux. Comment on rêve en partant de ça? Alors, moi, dans la manière de me documenter, dès que je croise quelque chose qui est positif et porteur d'espoir, je le note, ou en tout cas je le note dans un coin de ma tête, ou dans des cases, dans des fichiers. Et donc j'ai toute une banque de bibliothèques de choses qui me font rêver. Et je note aussi toutes les choses qui pourraient être horribles dans le monde. Et le récit, je le forme donc avec les deux. Le rêve. Et ce que je fais en général, j'écris les phases lumineuses du bouquin avant les phases sombres et après je les assemble. Parce que si vous allez au plus profond, et dans Siècle bleu, les héros vont très profond dans la difficulté, dans le dur, mais toutes les parties positives qui fait qu'à la fin, ils remontent et que l'espoir jaillit, je les ai écrits avant parce que sinon, vous n'avez plus l'énergie. Mais j'essaye dans le roman, pour qu'il ait ces deux polarités, qui sont les polarités de l'humanité, d'écrire d'abord la partie qui me fait rêver. J'écris d'abord mon rêve et après, je le confronte à la réalité et c'est là où ça fait un roman, en fait, quoi. Donc, voilà. Rêver d'abord. Commencer par rêver. Ouais. Et nourrir le rêve, du coup. Nourrir le rêve. Mais d'ailleurs, les rêves, c'est ça, puisque c'est une réalité alternative dans laquelle vous n'avez pas toutes les contraintes de la réalité. Mais si vous commencez à ajouter toutes les contraintes de la réalité et à partir de ça, de penser une solution, c'est impossible. Vous n'avez plus d'énergie. Et on est vraiment dans une époque où... et c'est pour ça que lire le rapport du GIEC, c'est bien une fois, mais une fois que vous avez compris, concentrez-vous sur vos projets. Si vous relisez toutes les autres versions, c'est bien, mais ça risque de vous plomber et de vous couper la force du rêve. Croyez en vous, croyez en vos rêves, dégagez cette énergie. Et il y a d'autres gens qui prendront d'autres parts du problème. Vous ne pourrez pas tout changer, quoi, mais d'essayer de garder cette fraîcheur là-dessus. Et moi, je crois quand même, c'est important de partir des faits. Donc cette phase un peu de sidération qu'on a vis-à-vis des enjeux, c'est important de l'avoir parce que au moins ça fixe le niveau du défi. Mais après, c'est vraiment dans vos rêves ou dans vos envies, dans vos passions, dans les passions des gens que vous allez embarquer autour de vous dans vos projets, que vous arrivez à faire ça. Et d'ailleurs, voilà, dans mon roman, c'est ça.
il n'y a pas un héros, c'est tout un collectif de héros qui essayent d'embarquer la planète entière. Mais ces héros, ils vibrent leur envie que le monde change, quoi. Il y a un moment où il faut lâcher les mauvaises nouvelles et se concentrer sur ce sur quoi on fait, quoi, je pense. Et ça reste un acte militant. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Jean-Pierre Gault. Vous pouvez l'applaudir bien fort.